une nouvelle conférence qui a été réfléchie, pensée et conçue par notre association sera prête. Il s'agit en l'occurrence du thème suivant, l'écriture de la langue en rapport avec notre spiritualité. D'abord, je voudrais, avant toute considération, exprimer ma gratitude à mes formateurs, à savoir le savant kémitologue Noun Kovi Rekmire, les professeurs, à savoir mon professeur Maxime Lawson, Djeuchi Kemmeshahu et un de mes frères de lutte était Manjombe 2. Je suis aussi honoré par votre présence d'être venu de loin, parce que c'est que beaucoup parmi nous avons voyagé pour être ici ce matin dans cette somptueuse salle, la maison de la culture du palais. C'est un honneur pour nous de nous recevoir tous ici là. Et il est impératif pour nous que nous ayons un travail de qualité. Parce que très souvent, des personnes réticentes à cette prise d'initiative de la part du Serapré mettent l'accent sur la forme. Ils soulignent notre amateurisme. Mais en réalité, le fond de ce que nous exprimons comme message montre que le Serapré est aujourd'hui incontournable. Nous célébrons par ricochet les 88 ans de la disparition de notre foi grande, je dirais, Fonjoya, cette figure emblématique de l'Afrique. Je vais rappeler une actualité d'une portée considérable qui a eu lieu du 27 au 28 novembre 2013 à l'université de Yaoundé. Il s'agissait d'un colloque. Ce colloque avait été organisé à l'occasion des 80 ans de la disparition de Fonjoya. Le thème choisi était la place de Njoya dans l'historiographie africaine et l'impact de sa contribution dans l'évolution de la civilisation africaine. Ce colloque avait été organisé et fortement soutenu par l'UNESCO, la République du Cameroun, la République du Congo, la République de Guinée équatoriale. Il avait été conçu et mis en forme par son Excellence Jimon Amidou Komiyor, ambassadeur du Cameroun au Congo en ce temps. Il avait donc conçu et mis en forme ce colloque et il avait réuni un bon nombre d'experts venus de plusieurs continents. Là, le comité scientifique était assuré par un professeur, le professeur Éric Ambokolo, directeur de l'école des hautes sciences sociales de France. Le comité était constitué d'universitaires de grande réputation, notamment des historiens, des philosophes, des juristes, des politologues, des anthropologues, des géographes, des linguistes. Il s'agit des professeurs Théophile Obenga, égyptologue, l'africaine-américaine anthropologue Sheila C. Walker, Charles Zachary Boayo, philosophe, Ebenezer Njomwele, philosophe, Martien Toa, philosophe, Mokta Bacheno, historien, Daniel Abwa, historien, Sami Chombo, linguiste, Oud Njoya, sciences médicales, Emmanuel Manta Teyou, linguiste, Samuel Etoam Bozo, historien, Moïse Mompou, géographe, Jean Joya, politologue, Victor Julius Ngor, historien,
et Robert Adamou Pinzier, théologien, et à la synthèse de ces travaux. Un ouvrage a été édité chez l'Harmattan sur le thème le roi Njoya, créateur de civilisation et précurseur de la Renaissance africaine. C'était quoi l'enjeu du colloque? Il fallait absolument que ce colloque fût concluant et décisif. Il ne fallait plus qu'on revienne pour dire qu'on n'a pas une idée claire sur la personne de Fonjoya. Nous avons donc fait un rapport en extrayant les travaux des différents scientifiques qui étaient là, ces professeurs qui étaient là, les travaux du professeur, parce qu'on a choisi 4 rapports. Les travaux du professeur Théophile Obenga, qui inclut les rapports des travaux du professeur Cheikh Anta Diop. Vous connaissez quand même Cheikh Anta Diop? Yes, voilà, sur le système graphique Bamoun, et l'historien Joseph Kizerbo, ainsi que l'anthropologue africaine-américaine Sheila C. Walker. En fait, je cite tous ces noms pour que vous voyez ce qui nous magnifie. Je n'ai pas cité le nom de l'enclos Cameroun. Cet enclos colonial, il n'y a pas, j'ai cité le nom des personnes qui ne sont pas de cet enclos-ci. Bon, ce qui est important de retenir, c'est la qualité des informations scientifiques des uns et des autres. Par-delà les préjugés, accumulés en un siècle de falsification de l'histoire dans le champ de l'historiographie Bamoun. Par conséquent, le premier extrait est présenté de la façon suivante, je le cite de mémoire, à la suite du professeur Cheikh Anta Diop. Diop est considéré comme le chef de file de l'école de l'unité culturelle de l'Afrique noire. Celle-ci est établie pour revendiquer une unification politique. Elle est donc la dimension de base sur laquelle reposent les autres dimensions de l'unité politique économique, mais l'unité moderne, c'est-à-dire restaurée, ne peut être vécue sans l'élévation d'une langue africaine au niveau de langue modèle de culture continentale. Dès 1959, dans l'étudiant d'Afrique noire, Diop a soulevé la question de l'étudiant de l'unité linguistique de l'Afrique comme un volet de l'unité culturelle du continent. La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, lors de son séminaire en juillet 1959, adopta la position diopienne de choix de langue à l'échelle continentale. L'aptitude des langues africaines à exprimer les concepts de philosophie et des sciences exactes n'est plus à démontrer. Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga en ont donné des illustrations dans leurs travaux. Dans son ouvrage Nation nègre et culture, Cheikh Anta Diop s'emploie à démontrer que la civilisation égyptienne pharaonique est non seulement africaine dans son naissance, mais qu'elle a été le foyer de diffusion de connaissances et des techniques dont les traces sont encore visibles chez plusieurs peuples de l'Afrique actuelle, comme les Bamoun du Cameroun. C'est Diop qui parle. Au chapitre 5 de cet ouvrage parlant de l'écriture, en Afrique noire, il indique qu'il existe une écriture hiéroglyphique authentique au Cameroun, celle du roi Njoya. Dans ce chapitre, Cheikh Anta Diop donne une illustration des signes Bamoun, communs avec les signes égyptiens. Ça, c'est la partie de Diop. Dans le deuxième extrait, dans sa formulation absolue, est sortie du professeur Obenga. Le professeur Théophile Obenga, égyptologue, décrit l'évolution de l'écriture Bamoun, indiquant les 4 systèmes auxquels elle se rapporte. Elle est pictographique, idéographique, phonétique, syllabique, phonétique alphabétique. Obenga arrive à la même conclusion que Cheikh Anta Diop en sa qualité d'égyptologue et linguiste. Théophile Obenga a été amené à comparer l'écriture égyptienne à l'écriture Bamoun. Il a trouvé tant de ressemblances entre les deux écritures qu'il a conclu à une parenté entre elles.
Il précise même que l'écriture égyptienne est à l'origine de celle des Bamoun. Pour bien montrer la capacité de l'écriture, Bamoun est de traduire des concepts scientifiques et philosophiques. Obenga signale des documents en écriture Bamoun. Parmi ces documents, il mentionne l'histoire et coutumes des Bamoun. Cet ouvrage a été rédigé sous la direction du roi Njoya. Source, le roi Njoya, créateur de civilisation, précurseur de la Renaissance africaine. Page 38. Le troisième extrait est celle de l'historien Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo est le premier historien africain qui a rédigé une histoire générale de l'Afrique noire. Cette œuvre monumentale, bien que donnant parfois des informations sommaires pour certaines parties du continent, reste un ouvrage de référence pour toute personne désireuse de connaître l'histoire de l'Afrique noire. Avec d'autres historiens, il s'est attelé à l'intégration de l'histoire africaine dans des ouvrages, dans des programmes scolaires africains. Une histoire qu'il a définie comme polysource et polyvalente, qui prend en compte absolument toutes les traces humaines laissées par nos ancêtres. Dans la 7e partie de son ouvrage, portant sur les siècles africains de réajustement, il consacre 2 pages au peuple Bamoun. Après avoir localisé les Bamoun et retracé leurs origines, il décrit les conditions d'accession au pouvoir de Njoya et surtout comment il a transformé la civilisation Bamoun grâce à son génie politique. Il a donné une cohésion nationale à son État, mais c'est son côté inventeur qui l'a fait rentrer au panthéon des grands hommes africains qui sont l'invention d'une écriture pour le besoin de son administration, usage dans les écoles qu'il créa et dans tous les actes officiels, et pour les rédactions d'ouvrages. Dans la célèbre histoire des lois et coutumes Bamoun, qu'il écrivait en écriture Bamoun. L'invention d'un moulin mécanique, nous ne l'ignorons pas, nous sommes tous des Bamoun, fruit de son génie sans apport du matériel extérieur. Mise en place d'une carte de son royaume, se dotant de tous les outils qui en garantissaient les frontières en évaluant la taille démographique. Initiation à la confection des tissus appelés Tieya et Tutueur. L'invention d'une religion ancestrale appelée Bamoun appelée Nuat Pata, car ayant été envahi par les 2 religions monothéistes encore présentes dans le pays, à savoir l'islamisme et le christianisme, un grand architecte, il avait fait la réalisation singulière de construire son palais en utilisant la technologie et les matières traditionnelles. Joseph Kizerbo conclut son étude sur Fond Njoya en disant « Njoya a déployé jusqu'au génie de la palette de l'esprit africain. » Moi, j'aimerais que vous applaudissiez déjà d'abord pour Njoya avant que je continue. C'est Joseph Kizerbo qui parle, il n'est pas Bamoun. Le 4e et le dernier extrait est celui de l'africaine-américaine docteur en anthropologie Shelassie Walker. Elle dit, je cite, « Ce qui est remarquable est que ce roi d'un continent où l'on déplore le manque de témoignages écrits par les Africains eux-mêmes est écrit sur sa propre réalité qu'il a fait enseigner à son peuple afin de perpétuer sa culture. Le colon français, en cherchant à asseoir leur autorité, ont fermé les écoles du roi Njoya. La réaction immédiate était de voir le parallèle entre les États-Unis et l'esclavage. C'était un crime d'enseigner aux Africains américains à lire et à écrire. À lire et à écrire. C'est justement la même méthode que a employée la France coloniale dans le pays Bamoun. Moi, je vais ajouter ceci, parce que je sais, vous allez vous dire que j'avais à répéter ceci, qu'il s'exprime en français, il écrit en français, mais il est en train de dénoncer la France coloniale. Moi, je vais vous dire que nous nous servons du français comme un moyen d'être intelligible au public francophone. Nous ne voulons pas penser la philosophie en français. Nous voulons penser la philosophie en africain.
Nous voulons penser le droit en africain, nous voulons penser la physique en africain. Donc, si nous échangeons en français, c'est parce que nous avons en partage une langue coloniale, la langue du colon. Cette langue qui a été utilisée pour nous aliéner. Cette langue qui nous a été imposée par le clerc de l'État. Alors, on peut refaire un autre colon sur le droit nigérien, mais l'histoire de Tchenga qui a eu un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique. Donc, ce qui nous intéresse, nous, au CAP, ce n'est pas le débat qui avait eu lieu à Yaoundé. Nous l'avons rappelé parce que cela a donné lieu à ce qu'on appelle les recommandations. Et ça veut dire des savants africains se sont réunis et ont proposé des recommandations. Ils ont demandé aux universitaires africains de tourner leur regard vers la personne de Djoya et de puiser dans son génie qui est le moteur de la Renaissance africaine. Ce ne sont pas les arts. J'en arrive maintenant au point qui nous intéresse, nous. C'est la recommandation relative à la linguistique. Cette recommandation qui est relative à la linguistique m'amène à vous dire que s'il est admis que l'écriture Bamou et la langue Bamou sont génétiquement apparentées aux autres langues négro-africaines, cela veut donc dire que la totalité du patrimoine scientifique, philosophique, spirituel, artistique du pays Bamou se conjugue avec les autres peuples noirs. Pourquoi? Parce que c'est la langue qui est le véhicule du patrimoine. C'est la langue qui est la cristallisation de la pensée et du patrimoine. Nous n'avons pas accès aux annales qui sont écrites en écriture Bamou parce que on dirait que c'est une propriété privée, excusez-moi du terme, mais je pense que c'est un patrimoine qu'on devrait nous partager parce que les annales écrites en écriture Bamou sont la première tentative de faire l'histoire, les lettres, la philosophie, l'art, la spiritualité depuis l'Afrique post-pharaonique. Parce qu'après la destruction de l'Égypte antique, la destruction des grands empires, je ne connais plus un autre peuple. Nous tous ne connaissons pas un autre peuple qui a écrit. Si ce ne sont pas les Bamou. Je pense que nous tous nous sommes d'accord pour ça. Parce que l'écriture est, je ne sais pas, biaisée par certains. Il y a des personnes contre, je ne sais pas, toute vraisemblance qui continuent de dire que l'Afrique est un continent de l'oralité. Mais non, l'Afrique est le continent qui a le plus grand nombre d'écritures. Par contre, l'Europe, elle n'a pas connu d'écriture autochtone. Elle a connu ce qu'on appelle des alphabets. Et un alphabet, c'est 26 lettres. L'écriture, c'est un système entier. La définition scientifique de l'écriture, c'est quoi? L'écriture, c'est un système de notation des sons articulés d'une langue par la fixation des graphies qu'on appelle des graphèmes sur des supports variés. Fonjoya a inventé une écriture et non un alphabet. Comprenons-nous bien. Fonjoya a inventé une écriture et non un alphabet. C'est l'écriture qui est importante, ce n'est pas l'alphabet. J'en viens maintenant à une tradition que je peux appeler la tradition de l'écriture noire en Afrique. Il y a d'abord les pétroglyphes, c'est-à-dire les graphies, les messages des textes codés qui avaient été laissés sur des peintures rupestres depuis le bassin du Congo. Et ça, c'est du paléolithique supérieur jusqu'au néolithique. Il en résulte les hiéroglyphes égyptiens. Les hiéroglyphes égyptiens
ont donné naissance à une cursive. Cette cursive s'appelle l'écriture hiératique. C'est de cette cursive hiératique égyptienne qu'est sorti l'alphabet arabe et l'alphabet hébraïque. Comprenons-nous bien. Ensuite, il y a l'écriture démotique égyptienne. Ensuite, il y a l'écriture démotique méroïtique. Ensuite, il y a l'écriture hiéroglyphique nubienne de la période de ce qu'on appelle Kerma, la période de Napata et la période de Kandas. J'en viens maintenant aux écritures de l'Afrique noire actuelle, que nous n'étudions pas. Ce n'est pas parce que nous n'étudions pas que ça n'existe pas. Hein? Il y a l'écriture des Dogons. Il y a l'écriture Bozo. Il y a l'écriture hiéroglyphe atlantique. Il y a l'écriture Sibidi. Il y a l'écriture Yoruba. Il y a l'écriture Mende. Il y a l'écriture Bambara. Il y a l'écriture Mbaye. Il y a l'écriture des peuples Vili. Il y a l'écriture Kibundu. Là, nous sommes en Angola. Il y a l'écriture des populations Shona dans le Zimbabwe. Il y a l'écriture Zulu. L'écriture du Kanji du Kenya. L'écriture Kamba de Kikuyu, c'est au Kenya. Il y a l'écriture Zulu, l'écriture de la civilisation de Bissini depuis Aksum. Et nous avons l'écriture Bamoun, qui par contre est encore en usage dans nos cercles initiatiques et volée par des Européens qui eux ils utilisent. Parce que nous on a un clavier en Akaoku que nous sommes en train de magnifier, pourtant c'est utilisé chez les Européens. Donc ce que je viens de dire, ça s'appelle la paléographie et l'épigraphie de l'Afrique noire. C'est quoi la paléographie? La paléographie, c'est l'étude des écritures les plus anciennes. L'épigraphie, c'est l'étude des écritures que nous pouvons encore utiliser aujourd'hui et qui sont en usage dans des cercles des détenteurs des sciences sacrées, hein, dans l'Afrique noire aujourd'hui. Et je pense au Akaoku, que nous sommes en train de magnifier. Pour venir au thème central de notre conférence intitulée « L'écriture de la langue en rapport avec notre spiritualité », nous devons d'abord comprendre ceci. Pour les Européens, l'écriture Bamoun est un alphabet. En même temps, les hiéroglyphes, comme le montre son étymologie grecque, sont des signes sacrés. C'est-à-dire, ils traitent notre écriture d'alphabet comme ils ont traité les écritures de nos anciens. Hiéroglyphes, qui signifie, signe sacré, nous retiendrons, il y a la craie. Tout le monde voit au tableau, on n'a pas les François. Donc, hiéro, glyphe, c'est deux mots. Hiéro, qui signifie sacré, et gloufaïn, qui a donné glyphe en français, signifie signe, c'est-à-dire signe sacré. Il en résulte donc que pour les Grecs, nos ancêtres ont écrit des signes qu'il faut simplement déchiffrer. Or, nos ancêtres n'ont pas appelé leur écriture hiéroglyphe. Nos ancêtres ont dit ceci. Vous remarquerez, il y a toujours deux parties. Ce signe commence d'abord une fois, avant d'aller à trois fois. Ce signe-ci, ça se lit Néter, qui signifie Dieu, divin. C'est-à-dire, l'idée essentielle ici, c'est les manifestations de Dieu. Ce signe-ci commence une fois. Ça se lit Med. Med, vous voyez ici c'est un, ici vous avez vu quelque chose comme un drapeau. Ici,
Ça, c'est un bâton, un gourdin. Et Ned signifie parole. Et quand on répète ça 3 fois, ça donne le pluriel. Et ce pluriel-là, qui est la multiplicité, on ajoute le suffixe qui se dit ou. Ça, c'est pour déterminer le pluriel. Ça donne medou neter, qui signifie les paroles du Dieu. Mais l'idée est, les paroles du Dieu sont les manifestations de la création. Les paroles du Dieu, parce que nos ancêtres ils lisent en idée. Voyez un peu. Donc, ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que nos écritures ont un aspect qu'il faut que vous compreniez. Ces sons, ces signes que nous écrivons, c'est pour, parce que là je suis en train de faire un résumé de ce que je viens de dire là, c'est pour que nous puissions décoder les messages qu'il y a dans les écrits. Quand nos ancêtres ont dit Médounéter, c'était pour que nous puissions décoder le message qu'il y a dans les paroles du Dieu. Ok. Pour en venir maintenant à notre sujet du jour, je ne peux pas. Attends. Je vais essayer, vous allez m'aider. C'est qu'il y a beaucoup de archaïstes ici. Ils vont m'aider. Si je fais une erreur à l'écrivain, ça va prendre du temps. Je vais aussi essayer de vous démontrer que en presque 3 années au Sérapé, on arrive à remettre, de reproduire les 80 signes de notre roi, qui a pu nous démontrer que nous on produit 80 pendant que les autres sont en train de se battre sur 26. Vous voyez un peu. Donc,
question. Très bien. Voilà. Ok. Le but de la démarche c'était quoi? Nous avons dit l'écriture de la langue en rapport avec notre spiritualité. Donc, je vais choisir. Avant de choisir, j'ai mon papier que j'ai écrit là. Quand j'ai rencontré le professeur Martin, il n'aime pas qu'on le cite, il n'aime pas. Mais je suis obligé. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a dit, lorsque on voit un monument comme Fondjoya et son invention, la vue qu'on a de la façade du monument ne nous donne pas les indications dans ce qu'il y a dans le monument. Pour accéder à ce qu'il y a dans le monument, il faut lire l'écriture ici. Il faut lire l'écriture à Kaoku, c'est-à-dire les paroles de l'écriture Mam. Il faut lire pour accéder à Fondjoya. Si on ne lit pas, on ne peut pas accéder à notre Djibouti. Moi je l'appelle Djibouti parce que Djibouti c'est le créateur de l'écriture. Du savoir. Le dieu de l'écriture. Hein? Ça c'est une divinité égyptienne. Et notre forme c'est un Djibouti. Parce que s'il a produit ceci, ça vient de très loin. Donc, j'espère que vous trouver le papier là pour vous rendre hommage. Cher professeur Maxime Larson. Très bien. Ça, j'ai pris ça dans un passage du professeur Obenga. Et j'ai essayé de faire ce qu'on appelle le prolegomène. Voilà, je suis en train d'imiter les mots. Je vous ai dit que j'ai le formateur. Le formateur s'appelle le nom Récléré Kofi Gomez. Il parle de prolegomène. Je dis ceci donc. Si on admet de bonne foi qu'un grand maître digne de ce nom n'apprend jamais à son disciple l'art de débiter son savoir à lui. J'ai entendu le maître, mais plutôt l'art de produire son propre savoir. Force est de reconnaître en toute honnêteté que le professeur Maxime est le scribe des scribes qui nous nourrit depuis bientôt 3 ans de son savoir immense. Il n'agira à vous la paix. C'est pourquoi, à l'instant de Fondjoya, quand il réfléchit la mémoire, il nous révèle à nous en nature de naissance de l'écriture à Kaoku que les Européens appellent l'alphabet. Avec votre permission, je vais solennellement qu'on dit déterminer les rapports entre l'écriture et notre spiritualité. Mais si là, il faut que je me rappelle bien, je crois qu'il y a ceci. Ceci. Vous allez noter les numéros avec moi pour que je ne puisse pas m'embrouiller. Ça c'est un, n'est-ce pas? 2. Après. Non. Nous ne sommes pas en train de faire la religion. Hein. Il ne faudrait pas que vous confondez religion et spiritualité. Ce n'est pas la même chose. La religion est sa part. Nous sommes en train de parler de spiritualité. La spiritualité a sa définition. Très bien. Oui, après celui-là, il y a maintenant. La reine a parlé de Nga. Voilà. Vous comptez avec moi, vous allez m'écouter. Et puis il y a ça. Et il y a vous. Il y a il y a et puis il y a je peux ajouter celui-ci, mais bon, je ne sais pas si on aura la capacité de comprendre de quoi je veux parler. Je vais amuser. Non, moi je ne vais pas choisir. Ok. D'accord. Moi je vais vous poser les questions et puis vous allez m'aider en répondant en je suis pas mort.
Le numéro 1, j'ai choisi quoi? Ni. Merci, cher calcolo. Ok. Comment on dit construire en chupamon? Écoute. 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 Comment on dit le pied en chupamon? Écoute. Comment on dit marcher en chupamon? Ni. Comment on dit Dieu en chupamon? Ni. Ok. Alors, ça c'est put, qui en même temps veut dire créer. Pour créer, il faut marcher. Pour créer, pour construire, pour créer, il faut marcher. Une démarche. Et le pied illustre bien cela. Put, ça c'est le pied. Et maintenant, on dit souvent que Dieu est unique. Quel est le chiffre numérologique qui renvoie à Dieu? Quand vous observez notre caractère qui est ici. 1. Là où on dit que Dieu est unique. Bon, maintenant, quand nous allons au champ, quel est l'outil qui nous permet de cultiver? La houe. Et quand vous voyez ça, ça renvoie à quelle image? La houe. La houe qui est un outil de création. Parce que quand on cultive, on est en train de, on va semer, puis il y aura création. Voilà comment nos ancêtres partaient des objets de la nature, du cosmos et de l'univers, pour créer une réalité avec des symboles. On dit donc que nos ancêtres avaient une pensée symbolique. Voilà comment ils pensaient. Quand ils voyaient quelque chose, ils réfléchissent, et puis ils pensent, et puis ils mettent le concept sur pied. Lila, si nous parlons le chupamon, li peut être le nom, comme li peut être l'œil. Ça veut dire que vous suivez très bien. Donc, ton nom est ton œil. Si tu n'as pas le nom ancestral, tu es un aveugle. Si tu n'as pas le nom de chez toi, tu es un aveugle. Et quand on appose l'esclavagisme dessus, c'est-à-dire on m'appelle par exemple Sangou Jérémie. On a déjà voulu mettre un numéro, mélanger les combinaisons d'un numéro MTN à un numéro orange. Et si on m'appelle, ça ne va pas sonner. Ça veut dire que vous m'avez déconnecté en ajoutant le prénom qu'on appelle, et on appelle même ça prénom, ça veut dire premier nom. Ça veut dire que ça commande, quand nous allons dans nos actes d'état civil, on met d'abord ces histoires-là avant. On dit que c'est ton premier nom. Avant de mettre ton œil, ça veut dire que si on prend, on a pris un clou, on a percé ton œil, avant de poser ton œil, tu es un aveugle. Et la procédure même pour enlever ces histoires-là sous nos noms, c'est le président de la République qui signe le décret. Donc si tu vas même au tribunal que tu vas enlever ça, tu ne peux pas. Si tu vas voir pourquoi moi, c'est que moi j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est de me donner des noms. Puisque nous sommes sur Facebook, c'est notre part de bureau là-bas. Donc, là-bas j'ai un nom qui n'a rien à voir avec les histoires qu'on m'avait mis dans l'acte de naissance. Il n'y a que quand je vais faire les documents administratifs que je peux me rappeler de ça. Et quand on m'appelle même maintenant par ce truc-là, je ne sais plus si c'est moi. Je ris même. Donc, on m'appelle Sangou Mapuanchi. Moi, je peux définir ça. Je sais que Sangou, ça veut dire le dirigeant. Mapuanchi ne craint pas c'est le talon. Mapuanchi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le cœur. C'était le courage de ma tante. Ma tante, elle avait le cœur. Elle n'avait pas fait d'enfant. Donc, j'ai pris ce nom-là pour la vivifier. Parce que c'est celui qui laisse son enfant. L'enfant pense toujours à lui. Et nous, on nous a cultivé dans l'élimination. On nous a appris que nos mères, ce n'est que celle qui nous a accouchés. Oh, dans notre Tourangou,
Ta mère, c'est ta tante, c'est ta... Nous là, c'est la famille.